Monsieur Aguerre, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous à Mon Bébé TV. Vous êtes psychanalyste à Paris. Vous exercez depuis 25 ans. Déjà. Et vous êtes, entre autres, directeur de collection aux éditions RS. Collection Point en ligne. Point en ligne. Vous êtes psychanalyste, donc je voudrais, dans un premier temps, pour les parents de Mon Bébé TV, qu'on parle d'une manière un peu générale de la psychanalyse. Et après, on abordera des questions plus spécifiques, en fait, aux jeunes parents. Alors, la première question, c'est à quoi ça sert une psychanalyse, Monsieur Aguerre? Bien, on peut peut-être même dire que c'est la question que se posent les gens qui viennent pour la première fois. Alors, c'est la bonne question. Voilà. Une psychanalyse arrive lorsque une question fondamentale, qu'un sujet ressent comme étant fondamentale, se trouve sans réponse. Bon. La psychanalyse, quand même, a un rôle qui est de réduire une difficulté de vie. C'est-à-dire, pour dire dans l'autre sens, aider à vivre plus facilement. Réduire une souffrance, voire la supprimer. À une époque, il y a eu une certaine mode de dire que la psychanalyse ne devait pas guérir. J'ai même eu dans la grande époque, certains collègues qui disaient avec une certaine préciosité, moi j'ai guéri personne, je m'en voudrais. Bon. Je rappelle quand même que je suis d'obédience lacanienne, et que Jacques Lacan, dans les congrès sur la transmission, nous l'a bien dit, la psychanalyse, il l'a répété 3 fois. La psychanalyse, ça guérit. Ça guérit des névroses, voire des perversions. Continue après pourquoi ça guérit, etc. Pour dire qu'il n'en savait trop rien. Mais c'est un but essentiel. Alors la difficulté, c'est que ça guérit aussi par bénéfice secondaire. C'est-à-dire que le symptôme ne doit pas être pris de front. Il m'est arrivé, j'ai eu un exemple tout à fait notable, une personne qui était venue me voir pour un mal de vivre quotidien, si on peut dire général, oui. Mal-être. Voilà, le mal-être au quotidien que connaissent beaucoup de sujets aujourd'hui. Parce que vous évoquiez à l'instant les névroses, les psychoses, sont des termes qui font peur. Ce sont des termes un peu qui peuvent paraître. Ce sont des structures. Oui. On va dire que la névrose n'est pas une maladie, c'est une structure. Freud nous a indiqué 2 grandes névroses, obsessionnelles et hystériques, en mettant généralement l'hystérie du côté de la femme et la névrose obsessionnelle du côté de l'homme, mais ce n'est pas obligatoire. Ce ne sont pas des maladies. Ce sont des structures, c'est-à-dire des modes de fonctionnement, des rails dans lesquels les sujets sont pris dans leur rapport à la société. En aucun cas, ce ne sont des pathologies. Voilà. Justement, Lacan ne parle pas des psychoses, qui, elles, sont des pathologies. La psychose, c'est ce que communément on appelle la folie. Autrement, c'est pas parce qu'on va voir un médecin, enfin un analyste, excusez-moi, qu'on est un grand malade et que c'est ou bien l'analyse ou bien l'internement. Pas du tout. Il faudra dédramatiser, peut-être, si c'est nécessaire. Il faut encore dédramatiser, ça m'étonne toujours, mais depuis le travail de Freud qu'on ait encore besoin de le lire, mais c'est vrai que c'est nécessaire. Je dois dire que dans tous les gens qu'il m'est arrivé de voir, il y en a peut-être 5% qui étaient des gens malades, psychotiques. Oui. Les 95 autres, c'était des gens, comme vous et moi, et qui avaient simplement une question à se poser. Ouais. À une époque, pratiquement tout le monde des sciences humaines faisait une analyse. Les ethnologues, les linguistes, les philosophes, pour aller au-delà de leur production. Mais alors, c'est une discipline élitiste? Ça l'a souvent été. Ça l'a été dans les années 70. Heureusement, aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Je dis bien heureusement, car en fait, la cure analytique est bénéfique pour absolument n'importe qui a accès au langage. Voilà. D'accord. C'est une bonne base de départ. Et on analyse quoi alors? On analyse qui analyse qu'est-ce qu'on analyse? Dans psychanalyse, il y a psycho, il y a analyse, et qui fait le travail? Comment ça se passe une analyse? Comment ça se déroule?
combien de temps ça dure, si ça a un sens de poser cette question. Alors le sens de cette question, vous en posez plusieurs à la fois d'ailleurs, je vais essayer d'y répondre. Je cite souvent le misanthrope, hein, lorsque dans la première scène, gentilhomme qui dit « Mais savez-vous que j'ai mis 15 minutes à faire ce sonnet ?» La réponse le temps n'a rien à voir à l'affaire. En analyse, le temps n'a rien à voir à l'affaire. Je pense, en ce qui me concerne, que la cure la plus courte que j'ai pu observer, et il s'agit bien d'une cure analytique, ça a été vraiment une tranche d'analyse. Un moment avec un début et une fin, a duré 2 séances. 2 séances. 2 séances. Ça me paraît... C'est une jeune fille qui ne savait pas qu'elle avait une interrogation fondamentale par rapport au désir de sa mère. Ça lui est apparu. Oui. Au bout de 2 séances. Alors c'est probablement un travail qu'elle avait déjà mené sans le savoir dans son esprit depuis longtemps, qui s'est manifesté dès la 2e séance. Vous dites que le temps n'a rien à faire dans la durée d'une analyse. Il y a néanmoins un travail d'analyse. C'est un travail intérieur. Et dans le travail, par contre, il y a du temps. Enfin, il faut que ça mature. Il faut que... Il y a un cheminement du discours. Ça, oui. Il y a un cheminement du discours qui prend le temps qu'il peut prendre. Donc, comme je vous le dis, l'analyse la plus courte que j'ai observée, que j'ai menée, j'aime pas dire le terme, a duré 2 séances. La plus longue, actuellement, la personne en est à 20 ans. Ceci étant, c'est quelque chose qui est toujours productif pour cette personne. Il m'était arrivé plusieurs fois de vouloir l'interrompre. Vous ? Oui, de vouloir signifier que ça suffisait. Je me souviens qu'à cette époque, mon contrôleur vous indique au passage que chaque analyste qui se respecte doit au moins avoir un contrôleur qui va être un autre analyste réputé avoir beaucoup plus d'expérience, être plus ancien dans le métier, à qui qu'il va voir pour lui parler des cas qu'il rencontre. Et donc à l'époque, mon contrôleur m'a dit que ce n'était pas mon problème, que si cette personne devait souhaiter continuer, si elle continuait, si elle venait toujours à ces séances, il fallait que l'analyse se poursuivait. Effectivement, j'ai pu observer des plateaux où pendant plusieurs mois, j'avais l'impression qu'il ne se passait pas vraiment grand-chose. Mais j'en savais finalement rien, et à un moment, elle s'est complètement transformée. Et c'est une personne qui est partie d'un niveau social catastrophique, qui était presque SDF, qui est maintenant, est cadre supérieur dans une société, qui a pu se marier, qui a eu des enfants, et c'est sûr qu'il y a 20 ans, quand elle est venue me voir au début, c'était quelque chose qui était difficilement envisageable. Alors ça a pris le temps. Mais je ne savais pas que les analystes rendaient compte à une forme d'autorité, en fait. Vous me l'apprenez. C'est pas vraiment une autorité, mais il se passe dans l'échange que l'on a dans l'analyse entre l'analysant et nous-mêmes. Il peut y avoir des choses qui nous concernent, auquel cas on va être complètement sourd. Et il faudra qu'une troisième personne, en position tierce, puisse entendre ce qu'on n'aurait peut-être pas entendu, si des pans de notre histoire peuvent correspondre à l'histoire. C'est un brouillage. Voilà. Vous avez dit l'analysant. Voilà. Et comme vous me demandiez tout à l'heure, qui fait le travail, c'est essentiellement la personne qui est allongée sur le divan. Du temps de Freud, au début de la psychanalyse en France, on a utilisé le participe passé, analyser. Lacan a introduit le terme d'analysant pour montrer que c'est la personne qui est allongée qui fait tout le travail, qui est active. Il ne s'agit pas d'être analysé, c'est-à-dire d'avoir une position passive, de subir une analyse qui serait infligée, imposée par un analyste qui aurait un savoir sur son patient. Du tout, l'analyste n'a aucun savoir, aucun. C'est l'analysant qui est maître de son discours et qui doit simplement laisser se dérouler ce discours. La grande difficulté, justement pour l'analyste, est de ne pas trop intervenir, pour pas casser ce discours. Alors on doit intervenir, bien sûr. Ça c'est déroutant, justement, l'analyste qui a l'air d'être absent et le patient, donc l'analysant, qui
qui parle, qui ne sait pas si l'autre entend ce qu'il entend. Il sait qu'il est écouté. Il sait qu'il est écouté. Alors, vous voyez, donc un patient va commencer par raconter une histoire. De cette histoire, ça lui amène à une autre, B, à une troisième, C, D. Et d'un seul coup, à un moment, il va être en train de parler de quelque chose qu'il n'imagine même pas. Il y sera allé comme ça par association d'idées. Si vous êtes intervenu dès le premier récit, c'est fermé pour toute la suite. Ah oui, vous dirigez, vous orientez, vous orienteriez la discussion, enfin pas la discussion, mais la parole, voilà, et l'influeriez. Donc. Voilà. Et en cela, certaines thérapies ont des positions inquisitrices et sont finalement des obstacles à l'analyse. L'analyste doit donner la possibilité que la parole se libère. Et quand justement cette parole peut se libérer, ça a quelque chose de totalement libérateur à tous les sens du terme pour le sujet. Et c'est ça la spécificité en fait de la psychanalyse, c'est que la cure analytique a lieu via donc le langage, via la parole. C'est le seul outil. Et l'écoute. La langue, oui. L'écoute. Très bien. Et d'autres questions concrètes, plus terre à terre. Oui. Plus terre à terre. Oui. Celle-là était générale, celles-ci deviennent plus terre à terre. Combien ça coûte une analyse? Il paraît que c'est cher. J'ai entendu dire que ça doit coûter. Ça doit coûter. Ça doit coûter. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait aucune dépendance de l'analysant, qu'il ne soit jamais dépendant de son analyste. Imaginons, ce qui est quand même le but, l'objet, que l'analyse ait permis à quelqu'un de se libérer de quelque chose qui lui rendait la vie invivable. Que cette personne puisse enfin vivre, être heureux. Oui. S'il n'a pas payé son analyse ou qu'il l'a payé très peu cher, il va être dans une dette, dans une dépendance insupportable vis-à-vis d'un analyste à qui il va devoir dire merci. Quand on est dans la position de dire merci à son analyste, c'est raté. C'est raté. Il faut que le sujet puisse quitter le cabinet de l'analyste en se disant qu'il ne lui doit absolument rien. Il l'a payé avec de l'argent et dans notre société, l'argent est la façon la plus simple de payer quelque chose. C'est la plus simple. C'est une somme qui est décidée au départ. Quand on ne paye pas avec de l'argent, on paye avec autre chose et là c'est beaucoup plus compliqué. Ça devient plus compliqué. Oui. Donc c'est un système de don contre don, enfin de trouver, en fait, de partir, de se séparer sur un pied d'égalité, en fait, sans que la personne qui s'est analysée se sente débitrice, en fait. Tout à fait. Au départ,